Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Alkerouts. Aujourd'hui, c'est au Mali que nous nous rendons. Nous allons d'abord faire un bond dans l'histoire pour découvrir le premier grand empire de l'Afrique de l'Ouest avec le royaume du Ghana. Puis nous poursuivrons le voyage dans le Mali actuel avant de retrousser nos manches en cuisine pour un Wijila de Tombouctou. Mais avant, je vous invite à vous abonner juste ici si ce n'est déjà fait. A tout de suite! Et c'est parti pour le point d'histoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un puissant empire riche et prospère qui occupe une place exceptionnelle dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du royaume du Ghana. Alors je ne vous parle pas du Ghana que l'on connaît actuellement sous ce nom et qui jusqu'en 1967, année de sa décolonisation, était connu sous le nom de la Gold Coast. C'est à son indépendance que le pays décide de reprendre le nom de Ghana pour faire référence au glorieux empire qui était établi en Afrique noire. L'Empire du Ghana est le premier des trois grands empires de l'Afrique de l'Ouest. Il était encerclé au nord par le Sahara, au sud par le fleuve Sénégal, à l'est par le fleuve Niger et à l'ouest par l'actuelle Mauritanie. Ainsi, il était à cheval sur trois pays actuels, le Mali, une partie du Sénégal, une partie de la Mauritanie. Au début, l'Empire était un royaume fondé par l'ethnie des Soninké, que l'on appelle aussi Sarakoulé ou encore Maraka. Les Soninké étaient alors un peuple anémiste et d'origine saharienne. Ils auraient migré vers le Sahel au fur et à mesure de l'assèchement climatique. Le fondateur du royaume était Dinga, ancêtre mythique des Soninké qui serait né en Égypte, plus particulièrement dans la ville d'Aswan. Je vous invite à regarder notre première vidéo sur l'Égypte si ce n'est déjà fait. Aswan est aussi connu par les Soninké sous le nom de Sona, et ce qui est rapporté par les griots Soninké, c'est que les habitants de Sona sont appelés les Aswanites. Donc Dinga faisait partie de la noblesse égyptienne, il était le lieutenant du pharaon, mais après l'invasion des Perses, il décide de quitter l'Égypte au IIIe siècle avant notre ère, accompagné d'une troupe de cavaliers armés. Il arrive alors dans l'ouest de la région où se trouve l'actuel Mali et trouve sur place un groupe autochtone, les Karos, qui sont alors des agriculteurs. Et c'est là qu'il va créer le royaume de Ouagadougou. Ce sont les Arabes et les Européens qui vont lui donner le nom de Ghana en référence au titre du roi, car en effet le nom Ghana viendrait du mot soninké Noana qui signifie guerrier ou héros. L'or a fait la renommée du royaume. C'était un territoire qui était riche et opulent et qui a vraiment prospéré du 3e au 13e siècle. Le royaume était administré par un Tunka ou Tunkara, ce qui veut dire dans la langue soninké roi. Mais on pouvait aussi utiliser le titre de Kayamagan qui veut dire maître de l'or. La première mention du territoire dans les écrits arabes date du 8e siècle et on va retrouver comme ça plusieurs témoignages qui vont faire état de l'importance du pouvoir de ce qui allait devenir un empire. On pourra lire des descriptions spectaculaires rapportées par Ibn Khaldun ou encore El-Bakri. Par exemple, on pourra lire « Il s'assied dans un pavillon autour duquel sont rangés 10 chevaux couverts de carapaçons d'or. Derrière lui se tiennent 10 pages portant des boucliers et des épées montées en or. À sa droite sont les fils des princes de son empire, vêtus d'habits magnifiques et ayant les cheveux tressés et entremêlés avec de l'or. Le gouverneur de la ville est assis par terre devant le roi et tout autour se tiennent les vizirs dans la même position. La porte du pavillon est gardée par des chiens d'une race excellente qui ne quittent presque jamais le lieu où se trouve le roi. Ils portent des colliers d'or et d'argent, garnis de grelots des mêmes métaux. L'ouverture de la séance royale est annoncée par le bruit d'une espèce de tambour qu'ils nomment débat, et qui est formé d'un long morceau de bois creusé. Au son de cet instrument, le peuple s'assemble. Donc je pense que vous avez compris que la région était richissime, et la principale zone d'extraction de l'or était Bambouk. Le royaume avait deux villes majeures, Koumbi Salé, là où vivait le souverain, et Aoudagos, située en zone berbère, où transitaient les marchandises pour rejoindre l'Afrique du Nord. Le premier souverain à devenir empereur faisait partie de la lignée des Cissé Tunkara. Il s'agit de Kayamagan Cissé, et qui au 8e siècle menait son empire d'une main de maître. Il dominait tous les royaumes alentours, en plus de contrôler les marchandises qui entraient et sortaient, et d'avoir tous les pouvoirs religieux, judiciaires et militaires. Alors bien sûr pour cela il se faisait aider par son gouvernement, des chefs vagués, donc des notables, qui faisaient appliquer les décisions dans leurs états dont ils étaient administrateurs.
Alors là, on voit déjà qu'à cette époque, il y avait une administration qui était déjà bien établie. Il y avait la présence de la police, des juges, mais aussi le roi menait des audiences lorsque cela était nécessaire pour rétablir la paix. En 734, les Arabes berbères vont pénétrer une première fois dans l'Empire. Ils vont d'abord se faire chasser par l'armée de l'empereur, mais face à leur insistance, va se mettre en place un commerce transsaharien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et cette relation commerciale sera d'une très grande importance encore au Xe siècle. On retrouvait sur les routes un va-et-vient incessant de chameaux, de chevaux et d'esclaves chargés d'or, d'animaux exotiques, du miel, de l'ambre et du sel, contre du cuivre, du tissu, du blé ou encore des fruits. Alors dans le royaume du Ghana, l'agriculture aussi est très prospère. Dans le sud par exemple, on cultivait du manioc, du riz, du fonio, des dattes et du blé. C'est un peuple travailleur, on y retrouvait des artisans, des commerçants, des forgerons, des bijoutiers, des maçons et des paysans. On distinguait 3 classes sociales, la caste des nobles avec les aristocrates, les commerçants et les artisans, la caste des griots et des forgerons, et la caste des esclaves qui, eux, travaillaient dans les mines d'or ou transportaient des marchandises. Plusieurs langues étaient parlées dans le royaume, le fulful, le malinké, le soninké et encore plein d'autres. Le Xe siècle a marqué l'apogée de l'Empire qui s'étendait alors sur la province du Tekro, du Diarra, du Mandé, du Bouré-Bambou et du Soussou. Et le début du déclin de l'Empire, lui, commence au XIe siècle. Les Berbères almoravides, qui étaient très envieux des minerais d'or, ont lancé une offensive dirigée par Yahya ibn Omar, qui aurait tué le souverain et s'est emparé de la ville d'Aoudaghost. L'invasion des Almoravides va faire que les peuples vont commencer à se convertir à l'islam, ce qui va aussi entraîner une guerre civile de 36 ans, et les populations qui ne voulaient pas se convertir vont migrer vers le sud et l'ouest. Mais c'est aussi la domination de l'Empire sur d'autres peuples qui a effrité sa stabilisation. Par exemple, la région de Tekrour est certainement la première province de l'Afrique de l'Ouest à être devenue musulmane. Elle s'est retournée et s'est alliée aux Almoravides au XIe siècle, ce qui a contribué à la chute de l'Empire. Les Soussous et les Malinkés qui vivaient dans le Mandé vont aussi se retourner contre les Soninké au début du XIIIe siècle. Sous l'illustre Soumarocanté, ils vont s'emparer de la capitale Kumbi-Salé, ce qui marquera la fin de l'Empire. Soumarocanté va tout de même réussir à s'imposer et conquérir les royautés, et c'est Sundiata Keita qui va renverser le roi de ce qui est redevenu le royaume du Ghana, et va construire par la suite l'Empire du Mali qui va succéder et surpasser l'Empire du Ghana, mais ça on le verra lors d'une prochaine émission. Et bienvenue au Mali! Le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest qui partage ses frontières avec la Mauritanie à l'ouest, l'Algérie au nord, le Niger à l'est, le Burkina Faso, la Guinée et la Côte d'Ivoire au sud, et le Sénégal au sud-ouest. Avec ses 20 millions d'habitants, le Mali est le 8e pays d'Afrique, mais il occupe le plus vaste des territoires de l'Afrique de l'Ouest après le Niger, même si 65% de ses terres sont recouverts par le désert. Sa capitale est Bamako, la plus grande ville du pays. Elle possède un important port fluvial sur le Niger, et la croissance de cette ville urbaine est actuellement la plus élevée d'Afrique. L'histoire du Mali est une histoire glorieuse. Avant la colonisation, elle était considérée comme l'une des nations les plus riches au monde et a accueilli pas moins de 5 empires ou royaumes importants. L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire de Songhai, le royaume bambarin de Ségou et l'Empire Peul de Massina, pour ne citer que. L'histoire fantastique de ce pays a laissé dans son patrimoine une riche culture et tradition que nous allons vous développer en 5 points. Numéro 1. L'origine du nom. La République du Mali tient son nom de l'Empire du Mali, fondé par Sundiata Keita au XIIIe siècle. Jusqu'en 1959, il se faisait appeler le Soudan français. C'est à cette date que le territoire et le Sénégal vont fonder ce qu'on va appeler la Fédération du Mali, qui va obtenir son indépendance le 20 juin 1960. Toutefois, la fédération va se séparer 2 mois plus tard avec le départ du Sénégal le 20 août. Seulement 2 jours plus tard, les Soudanais conduits par Modibo Keïta vont proclamer leur indépendance, mais vont conserver le nom pour leur nouveau pays. Le Mali va alors adopter un nouveau drapeau tricolore vert-jaune-rouge, dont le vert signifie l'espérance, le jaune représente l'or qui recèle dans les sous-sols du Mali, et le rouge fait référence au sang versé durant la période de décolonisation.
Numéro 2, les ethnies. Le Mali est à 90% musulmane, seulement 1% de chrétiens et 9% d'animistes. Les peuples nomades et semi-sédentaires se retrouvent au nord. Vous allez avoir les Touaregs, les Maures et les Kountas qui représentent environ 10% de la population. Les Maures sont plutôt spécialisés dans le commerce, tandis que les Touaregs et les Kountas sont plutôt des éleveurs de bétail qui se déplacent sans arrêt à la recherche de verts pâturages. Plus au sud, vous allez retrouver les Bambarins qui représentent 28% de la population, c'est donc le peuple majoritaire. Dans ce groupe, on a compté les Malinké qui leur sont apparentés et les Soninké. Vous retrouverez aussi dans les régions du sud les Peuls, les Krasonké, les Songhai, mais aussi les Dogons, les Bozos, les Sénéfous et les Boisses. Numéro 3, les griots. Au Mali, les griots ont une fonction très importante, ce sont les personnages emblématiques de la culture malienne. Le griot est aussi connu sous le nom de Djeli ou Diallo. Il est spécialisé dans la louange, une sorte de conteur qui transmet oralement l'histoire et la littérature de son pays. Il possède 3 savoirs, la généalogie, l'art oratoire et la pratique musicale. La caste des griots est née dans un contexte où l'écriture était inexistante. Le griot va donc être considéré comme étant dépositaire de la tradition orale. Les familles de griots se transmettent l'histoire de père en fils, mais aussi de mère en fille. C'est de cette façon que les griots ont préservé beaucoup de choses anciennes du Mali. Sans les griots, beaucoup de traditions auraient disparu. Sachez quand même que l'on ne devient pas griot, on est griot. Être griot, c'est appartenir à une caste que l'on peut identifier avec le nom de famille. Par exemple, vous allez avoir les Sissoko, les Kanté, les Keita, les Kouyaté, les Diabaté, les Koné, les Saro, les Sousso et encore d'autres grands noms. Et comme instrument de musique, les griots utilisent surtout la kora et la harpe à 21 cordes. Numéro 4, le Magno Kompé. Le Magno Kompé est une tradition ancestrale soninké qui va au-delà du caractère religieux du mariage. Le terme Magno Kompé peut être traduit par la chambre nuptiale et il obéit à un rituel bien spécifique chez les Soninké qui se fait en différentes étapes et qui était autrefois respecté à la lettre. Il y avait d'abord la promesse du mariage qui était symbolisée par le franc symbolique, le tama, et à l'accord définitif du mariage, les futurs époux devaient respecter scrupuleusement les règles de leur statut de futurs mariés. Ils ne se voyaient pas en privé et leur sortie était contrôlée. Ce sont les familles respectives qui sont en charge d'organiser le mariage et lorsque la dot est versée, le grand jour pouvait être annoncé. Chaque partie fêtait de son côté en grande pompe. S'ensuivait tout un protocole de préparation de la mariée par les femmes de sa famille. Elle avait droit à un bain rituel où des conseils conjugaux lui étaient prodigués. Puis le transfert nuptial prend place. La mariée et toute une escorte intègrent le domicile de son mari. Elle devra rester dans sa chambre nuptiale plusieurs jours et se fera assister d'une femme d'âge mûr appelée Kusumanta. Durant cette période, la mariée mange très peu et a droit en termes de boisson à de l'eau chaude accompagnée de certaines plantes comme le camaré. À la fin de la chambre nuptiale, les jeunes mariés vont se promener de maison en maison pour saluer mais aussi pour faire admirer le joli teint obtenu durant cette période. Numéro 5, les Dogons. Le site de la région de Bandiagara est l'un des sites les plus vastes de l'Afrique de l'Ouest. Il abrite un peuple époustouflant, les Dogons. La population Dogo est estimée à un peu plus de 300 000 personnes et elle est disséminée en petits villages. La plupart des villages sont accrochés à des falaises et constituent un refuge naturel contre les ennemis. On y accède en général par un chemin vertical en s'aidant de cordes et de crampons pour grimper. Les Dogons possèdent leur propre tradition. Ils célèbrent chaque année en avril la fête des masques. Ce rituel est traditionnellement une cérémonie religieuse où tous les membres selon la tradition sont masqués. Tous les 60 ans, une fête spéciale des masques a lieu et elle est connue sous le nom de Sigi. Celle-ci commémore la révélation de la parole orale aux hommes, la régénération de la terre, mais aussi la mort de leurs ancêtres. Et voilà pour les 5 faits marquants. Mais il existe encore de nombreux points remarquables sur ce somptueux pays que nous vous proposons de partager sur nos réseaux sociaux tout au cours du mois. Pour l'heure, il est temps de passer en cuisine. Allez, il est temps de passer au fourneau. Mais avant de vous présenter le fabuleux plat que j'ai choisi de cuisiner avec vous aujourd'hui, découvrons ensemble la gastronomie malienne. La cuisine malienne est grandement sous-estimée.
Et pourtant, elle dénote par la richesse et la variété de ce qu'elle propose. Chaque région ou ethnie est caractérisée par des plats typiques. On va retrouver par exemple les bambarins et les dogons qui vont eux plutôt se nourrir de tuo, qui est une pâte à base de mil et qui va se consommer principalement avec de la sauce gombo. Chez les bambarins et les rasonké, on va aussi retrouver le dégué qui est plutôt un dessert et qui est composé de mil, de sucre et de lait caillé. Mais on retrouve aussi le tiga dégué qui lui est le plat national du Mali et qui est du riz avec une sauce à l'arachide. Les sarakoulés, eux, sont plutôt friands du bassi, qui est un couscous à base de mil que l'on va agrémenter d'une sauce à base de feuilles de baobab ou de pâte d'arachide ou encore de sauce tomate. On peut aussi y retrouver la version sucrée où on va rajouter juste un petit peu de lait. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une spécialité de la région de Tombouctou, le ouidjila. Le ouidjila ou ouidjoula est un plat composé de petits pains blancs cuits à la vapeur qui va s'accompagner d'un petit ragoût de poulet, de bœuf ou d'agneau et qui va surtout être consommé durant les grandes occasions. C'est un plat chaleureux, savoureux et très goûteux. Mais bon, je crois que j'en ai trop dit. Passons à sa réalisation. Et voilà! Alors cette odeur magnifique, hein? On goûte? Un régal. Je vous laisse apprécier. Bon appétit!
Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que la découverte du Mali vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu pour nous encourager. Vous pouvez nous faire part de vos remarques, suggestions et conseils juste ici. Dans la section description, vous retrouverez les liens vers nos réseaux sociaux où nous continuerons de mettre le Mali à l'honneur tout au long du mois. Encore une fois, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner. Je vous rappelle l'importance de nous apporter votre soutien pour faire exister l'histoire de l'Afrique. En attendant, je vous dis à très vite.